Mesdames et messieurs, pardon d'intervenir un instant. Je ne le fais jamais. Et je préfère laisser M. Cabal, qui de toute façon va dans une minute prendre la parole. Si en cet instant je souhaite m'exprimer, c'est parce que je ressens, vous aussi je le pense, un spécial bonheur à accueillir André Miquel dans cette maison. Et j'avais demandé à M. Cabal s'il acceptait de l'inviter. Et André Miquel a répondu à notre invitation. Et c'est pour nous une joie et un honneur. Et nous sommes heureux que ce débat soit conduit par vous-même, professeur à l'INALCO. Pourquoi cette introduction particulière ? D'abord, ce n'est pas une raison suffisante, naturellement, parce qu'André Miquel est un ami de longue date, mais surtout parce que nous avons travaillé étroitement à de nombreuses reprises, à différentes époques, en particulier, je ne parle pas seulement du Collège de France, mais je l'ai nommé lorsque j'étais ministre de la Culture, administrateur général, comme on disait à l'époque, de la Bibliothèque nationale, qui avait bien besoin d'un renouveau, d'un élan, d'une force. Et André Miquel a consacré son énergie, son temps, sa force, son talent, à redonner à cette Bibliothèque nationale ses lettres de noblesse et ses capacités d'ouverture vers l'extérieur. Et puis, nous avons mener toute une série de combats ensemble, et notamment, ce fut une période, je crois, assez décisive. Lorsque Lionel Jospin est devenu ministre de l'Éducation nationale, j'étais encore à ce moment-là ministre de la Culture, et nous avons décidé de créer un Conseil national des bibliothèques. C'était en 1990, je crois. Pourquoi ? Non pas pour créer une instance de plus, mais tout simplement parce que, alors que le ministère de la Culture avait connu une mutation, une métamorphose, les bibliothèques des villes, la bibliothèque du Centre Pompidou, d'autres institutions, disons-le, l'éducation nationale traînait un peu, et les bibliothèques universitaires n'étaient pas dans un état très brillant. Et finalement, André Miquel et ses collègues ont réussi à éclairer les pouvoirs publics, et de cette date 1990, à cette date remonte une volonté publique très forte de transfigurer, de transformer les bibliothèques des universités un peu partout à travers la France. L'effort d'ailleurs doit continuer, doit s'intensifier, doit se poursuivre. Et quant au Collège de France, nous sommes, lui et moi, deux internationalistes convaincus, j'allais dire presque militants. Et nous avons, à ce moment-là, c'était, je ne sais plus exactement à quelle date, peu importe, créé une chaire internationale, ce qui d'ailleurs était une manière de renouer avec l'idée de François Ier, l'idée de ceux qui avaient jeté les bas de ce qu'on appelait l'Assemblée des lecteurs royaux, je crois, et l'hébreu, l'arabe, la langue française, le grec ancien étaient des langues pleinement réhabilitées à ce moment-là. C'était la Renaissance. Et cette chaire internationale a été occupée ensuite par des personnages illustres et importants à l'époque, et encore aujourd'hui, comme Guérémec, Umberto Eco. Et finalement, elle tient le coup. Et je crois que chaque année, cette chaire est occupée par des personnalités éminentes. Un dernier mot. Parmi les souvenirs, de jouer un peu les anciens combattants, nous avions organisé avec quelques amis intellectuels de la Méditerranée, c'était bien avant que l'on ne parle d'union de la Méditerranée, dans les années 79-80, un symposium international à l'abbaye de Saint-Maximin, et nous l'avons achevé par un meeting, au Pharo de Marseille. Il y avait 2000 personnes. J'avais demandé à André Miquel de bien vouloir présider et ouvrir ce meeting. C'était vers la fin du jour, c'était très poétique, très beau. Et à la surprise générale,
sans m'en avoir parlé, il avait bien raison. Il a commencé ce meeting en disant, en récitant par cœur un texte en langue arabe. Il fallait le faire quand même devant, je crois, près de 2000 personnes à ce moment-là. C'était un poème, et je crois me souvenir que c'était un poème de son cru. Et peut-être d'ailleurs que tout à l'heure, il va vous lire ou vous réciter toute ou partie de ce magnifique texte. Et ceux-là même qui ne comprenaient pas la langue arabe ont été transportés. Et je n'oublierai jamais cet exemple qu'il a donné, je dirais, d'intelligence, de courage public, de force et de talent. Donc merci André, merci de tout cœur d'être ce soir ici, à Lima, qui est ta maison aussi. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cher André, cher Aboubakr, au début, quand on a pensé lancer cette séquence, évidemment sous l'égide et puis sur une suggestion du président Lang, qui s'intitule Une œuvre, un destin, on a immédiatement pensé à André Miquel. Pourquoi ? Parce que sa place, elle est centrale ici même dans cette maison. Il a fait beaucoup de choses pour l'Institut du monde arabe en tant qu'historien, en tant que personnalité culturelle et en tant qu'historien. Et donc, je voudrais également, à ce propos, évoquer une complicité qui est que André relate sans cesse, c'est celle de sa complicité avec Feu Jamal Dirbenchir, qui était présent à ses côtés, et évidemment ils ont fait un travail extraordinaire par la traduction des Mille et une nuits, et puis évidemment par l'approche de la culture arabe, par cette exégèse et cette interprétation fine et subtile. Et on a évidemment eu l'occasion de les inviter tous les deux pour animer des soirées de musique, de parler de Shahrazad et de parler des Mille et une nuits. Et là, ce soir, c'est une occasion pour revenir et faire un travail rétrospectif sur l'homme et l'œuvre. Et je remercie Aboubakr Shraibi, qui est professeur à l'INALCO, qui était membre du conseil scientifique de l'exposition des Mille et une nuits, et qui connaît intimement le travail de André Miquel. Et malgré ses engagements, il a tenu à être présent ce soir et à animer cette soirée. Voilà, je lui laisse le soin de présenter, de modérer cette soirée, et vous aurez l'occasion évidemment de partager vos réflexions avec André Miquel. Je vous souhaite une bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les introductions, comme vous le savez, sont des tâches très lourdes, et je suis d'autant plus content que cela a été fait par le président de Lima, on ne pouvait pas espérer mieux, et par mon collègue Mahdi Qabbal. Par conséquent, maintenant la tâche est plus aisée,
entrer directement dans le vif du CG. Alors, je vais bousculer un petit peu le programme dont on a parlé tous les deux pour préparer cet entretien, et parce qu'il me semble que par rapport à toutes les situations que l'on et tous les textes, tous les sujets qu'on pourrait évoquer avec André Miquel, qui sont immenses, je suis entré avec un peu plus de détails dans sa production scientifique. Il y a plus de 250 textes. Alors, j'avais une semaine pour préparer cela. C'était un peu court. Bien entendu, par le passé, j'en ai lu un certain nombre, mais ce n'était pas assez. Et par conséquent, ma première question, parce que le lieu, me semble-t-il, l'impose, c'est le rapport à cet institut, à l'Institut du monde arabe, qui est un lieu, je pense, unique pratiquement dans le monde. On n'a pas de lieu comparable où qu'on aille. Je sais un petit peu ce qui se passe. Je suis arabisant moi-même, spécialiste de littérature médiévale. J'ai voyagé dans de nombreux endroits, je suis allé dans de nombreux pays, mais dans mon souvenir, il n'y a aucun lieu ailleurs de ce genre. Donc nous avons cette chance immense de l'avoir en plus dans un espace remarquable à Paris. Il suffit de jeter un coup d'œil à l'extérieur pour s'en rendre compte. Et nous avons un ensemble d'universités, d'institutions tout autour qui participent à une interaction permanente avec l'Institut du monde arabe. C'est pourquoi ma première question concernera cet institut et votre participation, parce qu'elle a été soulignée par Maté Kabel, c'est vous l'avez vu naître, n'est-ce pas? Et vous l'avez vu se développer, arriver à ce rythme remarquable qui est le sien aujourd'hui. Comme il a été dit, j'ai participé à l'exposition sur les 1000 et une nuits, qui est une des plus belles expositions sur ce sujet, et là aussi, je peux le dire sans hésitation, à l'échelle internationale. On n'a jamais vu nulle part autant de textes des 1000 et une nuits inédits qu'ici. Il y avait un espace entièrement consacré aux manuscrits des 1000 et une nuits, dont certains étaient totalement inconnus. Donc, il y avait quelque chose d'absolument unique et remarquable encore. Et par conséquent, Comment vous avez votre rapport avec cet institut, vous, en tant qu'universitaire, qui l'avez vu naître, se développer et arriver au rythme qui est le sien aujourd'hui? Oui, mesdames, messieurs, c'est une vieille aventure qui a commencé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et qui a connu un tournant décisif avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. D'abord, il y a eu un changement de terrain depuis le 15e arrondissement jusqu'à celui-ci, et la création à ce moment-là de ce qu'on appelait un conseil d'établissement qui réunissait, à part égale bien sûr, des représentants de l'État français et des représentants des pays arabes, ambassadeurs en l'occurrence. Ça a été en effet une merveilleuse aventure. Ce conseil était présidé par Philippe Ardant, dont le souvenir m'émeut toujours, parce que c'est véritablement à lui, dont on ne parle pas très souvent, me semble-t-il, c'est à lui que nous devons véritablement la progression du projet de l'Institut du monde arabe. Alors j'ai eu l'honneur, si j'ose dire, de le servir comme vice-président pendant des années durant. Je n'insisterai pas sur les changements politiques qui ont fait que les présidents ont changé, mais après Philippe Ardant, il y en a eu d'autres. Lorsque j'ai dû annoncer au conseil d'établissement pour la deuxième fois que l'Institut allait changer de président, j'ai jugé que c'était assez, je suis parti. Voilà. Mais j'ai eu la chance tout de même, pendant quelques années, de voir naître cet institut et notamment de participer au choix de l'architecture. Je ne dirais pas que ça a donné lieu à des débats passionnés, mais nous étions tous convaincus, et c'est là-dessus que je conclurai,
que cet institut devait à la fois rappeler une civilisation dans son esprit et en même temps montrer que cette civilisation pouvait de plein droit s'ancrer dans notre civilisation à nous. Et que par conséquent, il fallait, à côté de Notre-Dame et d'autres monuments français, un monument qui tienne la route, passez-moi l'expression, et qui en même temps soit un témoignage. Témoignage d'un passé, le vôtre, témoignage aussi, par sa modernité, de ce que le pays qui accueillait l'Institut pouvait offrir lui aussi. Oui, merci. Finalement, je veux dire, s'il y a un thème, et peut-être que ça sera le fil conducteur de cette soirée, c'est à la fois témoignage, héritage et évolution, transformation. Ce sont les deux mouvements nécessaires pour progresser, pour à la fois profiter de cet héritage absolument splendide dont on peut reconnaître les traces ici, mais en même temps le faire avancer avec des projets modernes et qui appartiennent à leur siècle. J'ai cité 250. J'ai cité 250 ouvrages. Je suis légèrement en dessous de la réalité, mais je vais rentrer un peu plus dans le détail. Alors, récits, romans, poèmes, des œuvres de création. Vous en avez composé à peu près 25. Voilà. Le premier, Le repas du soir, donc publié chez Flammarion en 1966, et le dernier, un des derniers, c'est Croire ou rêver, Paris Bayard 2010. Effectivement, il y en a un autre qui vient de paraître, c'est Les Entretiens de Bagdad et de Mamoun 2013. Vous voyez, il est difficile de saisir toujours tout ce qui se publie, n'est-ce pas? Et le tout dernier, mais là vous ne le saviez pas, c'est Scheherazade, enfin, qui est publié chez mon ami l'éditeur Domins à Pézenas, en Languedoc, mon cher Languedoc, et qui est le dernier de la série, mais qui est vraiment, je peux dire, Scheherazade vient de naître, si j'ose dire. Hein, bon. Révérence gardée à sa mémoire. Très bien. Alors, donc, le repas du soir, 1966, le Croire ou rêver, ou Scheherazade 2013, ça fait, si on va de l'un à l'autre, ça fait de votre premier roman à 37 ans, le dernier à 84 ans, excusez-moi, mais c'est une activité tout de même absolument remarquable. Et au milieu, ce qu'on trouve au milieu, c'est-à-dire j'ai essayé je ne pouvais pas parler de tous ces ouvrages, ça prendrait toute la soirée. Donc j'ai pris le premier, le dernier, et un au milieu à peu près. Pour voir. Au milieu, nous avons Les Mercures des Nuits, poèmes arabes avec traduction Sindbad 1989, que j'ai eu la chance de me voir offrir, il est cassé. Et là, ce sont vos propres poèmes. Est-ce que, là, c'est un sujet qui a déjà été évoqué, je reviens, je voudrais bien que ce ne soit pas le privilège seulement des auditeurs marseillais de vous écouter dire vos poèmes, mais que nous puissions en profiter aussi ici. Oui. Alors, est-ce qu'il est possible au moins de parler des circonstances, soit du début, soit de des derniers ouvrages, ou bien de celui qui se place dans une phase intermédiaire, donc au Mercure des Nuits? C'est un moment d'émotion que vous évoquez. D'abord, aujourd'hui, je voudrais même dire qu'à une nuit près, c'est le 52e anniversaire de mon incarcération au Caire, sous l'inculpation de tentatives de renversement du régime et de tentatives d'assassinat du président Nasser. Voilà. Bon. Alors, cela étant posé, pour revenir à ce que vous disiez, cher Aboubak, oui, c'est un vieux souvenir, et ce que Jack Lang évoquait, je venais en effet de composer un petit recueil de poèmes dont le premier, pardonnez-moi, mais vous m'invitez à parler de moi en l'occurrence, dont le premier vers m'est venu dans des circonstances assez douloureuses. Nous venions, il y a quelques années, de perdre, ma femme, ma fille et moi,
un garçon de 15 ans, et je prends le ciel à témoin que c'est vrai. J'étais avec ma femme sur les bords de ma Méditerranée, en dehors de la saison touristique. Nous ne baignons pas, nous étions là assis, et des mots sont venus comme cela. Vraiment. Et les premiers, c'est ce que je citais à Marseille, qui était, je ne serai pas long, rassurez-vous, c'est bref, je dis pour les arabophones de l'époque, c'était Tammat biladuna wa anta afilun bayna salahi fil layali. Notre pays s'achève au moment où tu déclines parmi les tortues de la nuit, etc. etc. Voilà. C'est comme ça que c'est venu. Après, fort heureusement, je n'ai pas gardé que cette veine, même s'il a toujours transparu aussi dans un autre recueil que j'ai dédié à ma fille. Mais c'est vrai que cela m'a donné l'idée d'essayer de voir si je pouvais composer un arabe. Je dis tout de suite que j'en suis aujourd'hui incapable et que pour prévenir peut-être une question que vous me poserez, que l'arabe, votre langue, a été pour moi non pas une mère, pour cause, puisque non pas une sœur, mais une maîtresse, qui m'a donné des joies extraordinaires, mais qui, lorsque l'homme devient vieux, ce qui est mon cas, a tendance à s'évanouir un peu dans le lointain et à vous laisser seul. Voilà. Je ne suis pas si sûr que ça. On va y revenir tout à l'heure. Alors, donc ça, c'était en ce qui concerne les récits, romans et poèmes, donc à peu près 25. Je continue l'énumération. Des ouvrages scientifiques, c'est-à-dire des livres, vous en avez publié 45 à peu près. Alors, ça commence avec la traduction du livre de Khalila et Dimna en 1957. Et l'un des derniers serait Pour l'amour de la princesse, anthologie des poèmes d'Ibn Zaydoun en 2009. Avec, là aussi, on trouve entre les deux, évidemment de nombreux ouvrages, mais un livre sur la représentation de la terre et de l'étranger en 1975. Donc ça, c'est ce qui relève de vos travaux en géographie, géographie humaine du monde musulman jusqu'au XIe siècle. Bon, là-dedans, il y a au moins deux, je dirais même trois choses, mais il faudra faire un choix, bien entendu, la soirée est courte. Il y a la traduction de la fiction, des ouvrages de fiction, qui se manifeste à travers Khalila et Dimna, qui va se poursuivre, qui est un de vos premiers ouvrages scientifiques, universitaires, le premier, hein, c'est le premier. Et vous avez ce fil aussi continu avec la poésie arabe ancienne depuis les Mu'allaqat, mais il y a aussi donc il y a Ibn Zaydoun, et là encore nous avons un fil continu, mais à la fois ici il est je dirais double, puisque nous avons à la fois la poésie arabe et nous avons le thème de l'amour. Un thème, lui, il est parfaitement permanent, qu'il s'agisse de la fiction, qu'il s'agisse des ouvrages scientifiques, ou des papiers, des brèves communications, articles et compagnie. Donc là, ça c'est un thème absolument majeur dans votre production. Donc nous avons les deux, et puis nous avons quelque chose qui est très intéressant tout de même dans cet ouvrage intermédiaire, la représentation de la terre et de l'étranger, parce que la notion d'étranger est quelque chose qui n'a jamais, dans l'actualité, n'a jamais cessé. On peut être étranger soi-même, comme on peut ressentir l'étrangeté de l'autre. Et là, le débat me semble très difficile, parce que les trois sujets sont des sujets, c'est des thématiques majeures, qu'il s'agisse de la traduction de fiction. On voit l'importance aussi bien de Khalila et Dimna, qui était un miroir des princes, qui est un ouvrage politique, nous ne l'oublions pas, hein, ce n'est pas simplement des fables animalières, qu'il s'agisse de la poésie amoureuse, de la poésie arabe, de la poésie amoureuse, qui engage aussi des enjeux. On oublie souvent que celui qui meurt d'amour va au paradis. Hein, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la culture arabe islamique. Et puis il y a la terre et l'étranger, qui est un sujet formidable. Nous voyons tout de suite vers quoi ça renvoie. Ça renvoie vers des thématiques d'une actualité poignante aujourd'hui. Hein. Alors, je vous laisse le choix. Voilà, parlez-nous de ce que vous voulez.
Alors, je commence par Kalila, et pour parler de l'actualité de Kalila. Ce texte, venu de l'Inde, transitant par la Perse, traduit en arabe sous les beaux jours du califat de Bagdad, donc la grande époque, je dis 8e, 10e siècle. Ce texte est extraordinaire, pourquoi ? C'est parce que c'est un texte de morale politique qui donne les clés de la vie sociale. Très simple. 1. Le pouvoir, s'il veut être obéi, doit être juste, non pas en vertu de je ne sais quel présupposé métaphysique. S'il veut être obéi, doit être juste. Et 2, les sujets doivent obéir au roi s'ils veulent être heureux. C'est donc assez extraordinaire à cette époque-là, sous le califat abbasside, qu'on voit apparaître un texte comme cela qui fonde, je ne dis pas la morale, mais l'exercice du pouvoir politique uniquement sur la pratique du pouvoir et sur une morale liée directement à cette pratique. Alors, c'est intéressant parce que les entretiens de Bagdad que vous avez cités renvoient à un autre calife qui pour moi est le grand calife, Mamoun, qui a eu une politique extraordinaire. D'abord, du point de vue de l'islam, de réunir en un même, je dirais, en une même fraternité, chiite et sunnite. Ensuite, de s'ouvrir sur l'étranger, non pas seulement par des ambassades, des expéditions, mais par les traductions. Mouvement qui existait avant lui, mais qu'il a développé, et qui donc, pour répondre à votre question, ouvre le monde vraiment sur l'étranger. Alors ces étrangers que je retrouve dans mes géographes arabes, puisque ces géographes, ils m'ont intéressé d'abord comme, employant un grand mot, historien de la littérature, mais surtout comme, autre grand mot, comme investigateur de mentalité. Je voulais savoir si à travers ce qu'il me disait, et peut-être ce qu'il me cachait, ou ce qu'il ne me disait qu'à moitié, comment il se représentait, par exemple, la ville. Qu'est-ce que c'était qu'une ville à leur époque ? Réponse, siège de pouvoir musulman ou de pouvoir délégué, de pouvoir central délégué. 2, grande ville qui puisse s'appuyer sur un territoire qui la nourrit. Et 3, agglomération où l'on peut trouver toutes les activités. La bibliothèque, mais aussi les tanneurs et pourquoi pas le plombier, ou ceux qui en tenaient lieu à l'école. Donc, aller au-delà. Et pour l'étranger, c'est absolument fascinant parce que lorsque ces écrivains ou ces voyageurs se trouvent en face de la Chine et de l'Inde, ça leur pose un problème. L'Inde, par exemple, parce qu'ils sont très sensibles à la religiosité, je ne dis pas la religion, la religiosité de l'Inde, et la Chine, parce qu'ils sont sensibles à la construction de l'État. Ils disent, peut-être en travestissant la vérité, en Chine, tous les Chinois apprennent à lire et à écrire. En Chine, n'importe quel sujet de l'empereur a droit à sa justice par un système sonore qui fait que le bruit de l'opprimé parvient jusqu'à la cour. Alors, d'où cette fascination ? Et en même temps, comment cela se fait-il, puisqu'ils ne sont pas musulmans ? Et là, le débat n'est pas tranché. Et j'ai cru pouvoir écrire que finalement, vis-à-vis de ces géographes, les Indiens, les hindous plus exactement, et les musulmans et les Chinois étaient, en reprenant une formule célèbre qui n'est pas de moi, à propos d'autre chose, étaient comme des musulmans à qui la grâce aurait manqué. Alors, c'est ce genre de choses qui est en effet passionnant. Et quant à l'amour, alors si vous voulez qu'on ouvre le débat avec Majnoun, je dirais quand même, pour que les choses soient claires, que la poésie amoureuse des Arabes, pour moi, elle commence là, la vraie, la grande. Majnoun, à l'époque de la révélation de l'islam, en même temps. Et que le coup de génie de Majnoun et d'autres poètes
de cette Arabie a été de trouver un thème promis à une immense fortune, un thème double. Premièrement, l'amour impossible est celui-là seul qui est parfait. Deuxièmement, le seul amour parfait est celui-là seul qui est impossible. Ça a eu un certain succès après. Hein. Pas directement, mais enfin. Alors, je ne sais pas si j'ai... Oui, tout à fait. Encore d'autres. D'accord, merci. Merci d'avoir répondu aux 3 questions. Alors, maintenant, donc, il y a les récits et les romans, les poèmes, les ouvrages et les articles et autres brèves communications. Et là, il y a presque 200 titres, 200 publications. La première concerne un sujet que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas comme auteur du patriotisme égyptien et le nationalisme arabe, la voix de l'Égypte, émanation des peuples arabes. Et il est vrai que vous l'avez publié sous la signature de Monsieur Péguerol. Jean-Pierre Péguerol. Je peux vous dire pourquoi? C'est que j'étais à ce moment-là à la direction des affaires culturelles aux affaires culturelles du Quai d'Orsay, et que, bon, c'était le temps où les fonctionnaires étaient tenus à ce qu'on appelle un devoir de réserve, etc. Et j'ai pris pour signer ces traductions le nom de mes vieux villages du Languedoc, que je trouvais, mon Dieu, beau comme ça. Mais c'est tout. Remarquez que, après, dans l'aventure égyptienne, en effet, quelqu'un un jour m'a dit « Pourquoi as-tu écrit sous un pseudonyme ?» C'est que déjà, tu te cachais pour parler de Nasser. Ah, évidemment, bon, comme ça. Très bien, donc voilà, j'ai l'explication. Oui. Moi, ça m'intriguait un petit peu, tout de même. Alors, parce que d'habitude, un universitaire, son plus grand souci, c'est de faire valoir ses publications. Donc, si on commence à anonymiser ses articles, comment peut-on écrire son CV? Ça devient très difficile. Mais apparemment, ce n'était pas du tout l'enjeu de l'époque. Bon. Alors, l'un des derniers, duquel on va parler peut-être tout à l'heure plus longuement, c'est Le lendemain de la 1001e nuit. Et j'ai l'impression que c'est votre seule publication numérique. Mais on voit arriver le numérique, puisque maintenant c'est un texte très court, donc Le lendemain de la 1001e nuit. Vous le trouverez sur le site en accès libre Vox Poetica. Il suffit de mettre Google Vox Poetica, André Michael, et vous aurez le texte. Je l'ai moi-même téléchargé et pris le temps de le lire. Alors, et entre les deux, donc entre ces deux ouvrages, vous avez un Rome chez les géographes arabes. Donc, on voit comment dire, la prégnance de cette préoccupation des géographes qui a dû prendre énormément de temps, parce qu'il y a tout de même une somme énorme sur le sujet. Et là, c'est Rome chez les géographes arabes, on voit bien toujours le rapport, il y a la ville, il y a l'étranger, et ce rapport à une ville étrangère. Et si j'ai bien compris, au fait, nous avons, parce que j'ai lu les relations de voyage de certains ambassadeurs au XVIe, XVIIe siècle, qui partaient, des ambassadeurs du roi du Maroc, qui allaient en Espagne, et revenaient avec des rapports sur ce qui se passe en Espagne ou en France. On n'y reconnaissait absolument ni l'Espagne ni la France. On se disait, bon, voilà, ils reviennent avec des fictions. Et ces fictions représentent des rois justes, une population parfaite. Au fait, ils reviennent avec des modèles politiques qu'ils espèrent faire admettre en montrant tous les bienfaits qu'ils pourront en tirer auprès de leur propre roi. En leur disant, voilà comment les rois se conduisent là-bas, avec un succès absolument formidable, voilà ce qu'ils font au sujet, etc. Et le roi, en se disant, c'est comme ça alors ce qui se passe en Espagne, l'idée c'est, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose chez nous, alors que cette Espagne-là n'existe que dans ces relations de voyage. Donc là, il s'agit de Rome chez les géographes arabes. Et je vais aller encore un peu plus loin avant de poser ma question. Donc, 200 articles et autres brèves communications, le patriotisme égyptien, j'ai eu la réponse, le lendemain de la 1001e nuit. Alors, les 1001 nuits, vaste sujet, qui le mérite d'être beaucoup d'attention. Cela aussi vous a
occupé un certain temps et continue, à mon avis, de vous occuper, puisque un des derniers livres, c'est sur Shahrazad, encore une fois, mais on n'a pas fini de les découvrir. Je travaille dessus depuis, moi personnellement, depuis la fin des années 80, et je n'ai pas épuisé le sujet. J'en ai pour... je veux dire, j'espère qu'il y aura des étudiants qui vont prendre le relais, c'est tout ce que je peux dire, vu qu'au jour d'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de manuscrits uniquement des Mille et une nuits que personne n'a lu entièrement. Voilà, je ferme la parenthèse et je reviens peut-être encore une fois aux géographes et à Rome, chez les géographes arabes, si vous voulez bien en dire un mot. Oh, ce sera très simple. Rome, ils ne connaissent pas. Très peu. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 ambassades, mais de toute façon, les rapports, s'ils ont existé, ont été perdus dans la refabrication. Rome, c'est une ville fantastique. Des quais de cuivre, un fleuve d'or à la limite, je ne sais combien, 650 églises, et alors on vous dit 8500 chandeliers, comme si on avait fait les décomptes. Non, ce sont vraiment des chiffres absolument abracadabrantes qui répondent quand même à une question. Parce qu'à ce moment-là, Rome, où est-elle? À Constantinople. Et Constantinople, c'est l'ennemi désigné permanent. À travers Rome, par conséquent, on projette un peu beaucoup de fantastique sur Constantinople. Et en même temps, Constantinople, que là on connaît mieux, parce qu'il y a des rapports d'ambassade, il y a des rapports de prisonniers qui sont rentrés, Constantinople offre, un peu comme la Chine et l'Inde, une espèce de modèle d'État qui recouperait presque de ci, de là, le modèle bagdadien, le modèle califien. Et donc, c'est ce croisement intéressant, à savoir que Byzance est ainsi, mais elle est ainsi parce qu'elle relève déjà d'une espèce de ville mythique, d'une mythologie. Et c'est peut-être pour ça, finalement, que Byzance est dangereuse. Parce qu'elle n'est pas seulement un État, elle est aussi un rêve qui ne demande qu'à s'épancher au dehors de Byzance, au dehors des frontières de l'Empire byzantin. Oui, effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'on lit les rapports sur Rome, tout d'abord, c'est un ensemble de talismans. On commence par les talismans qui la protègent. Et on entre immédiatement, et quand on les compare, on va trouver que certains rapports sur Rome rappellent la description de certaines villes égyptiennes antiques, avec les talismans, certains fleuves, un même système de représentation. Alors, je continue avec... vous avez fait des émissions à la télévision, 9 émissions sur l'islam, sur la 2e chaîne, en 1971. Oui. Mais ce qui est moins connu, c'est que ces émissions ont été rediffusées en Italie et avec une musique d'Ennio Morricone. Ah, ça, c'est formidable. Je ne crois pas qu'il existe un autre collègue, un autre universitaire qui a eu droit à Ennio Morricone comme accompagnement pendant ces conférences sur l'islam. Mais je suis extrêmement content de l'apprendre, et je vais le dire, le faire savoir autour de moi, parce qu'il n'y a pas que les westerns qui sont accompagnés par Ennio Morricone. Voilà. Non, mais c'est une histoire, en fait, c'était la RAI qui avait décidé de faire des émissions sur l'islam. Et par le relais d'Europe 1, qui était le représentant en Europe, je suis donc allé à Rome et je me suis trouvé en face de 2 ou 3, je dirais, vite devenus des copains, vraiment, qui, au passage, m'ont présenté à Fellini. C'était quand même assez intéressant dans une nuit. Et c'est des gens fabuleux. Ils avaient tourné 15 kilomètres de pellicule, je crois. Partout,
partout ils savaient trouver de l'islam. Chez les nomades de la mer aux Philippines, chez les Black Muslims aux États-Unis. Ils avaient même déguisé l'un d'eux en femme pour entrer dans, je ne sais plus si Machen, Kerbela, etc., pour pouvoir filmer. Et ils étaient là en face d'une masse de matériaux. Ils avaient une espèce de découpage dont je leur ai dit qu'ils allaient ennuyer le monde, parce que c'était l'Arabie avant l'islam, la réflexion de l'islam, les premières conquêtes, ceci, cela. Bon, on s'était mis assez vite d'accord pour faire un autre découpage plus cinématographique. Et ce n'est pas moi, c'est eux qui avaient découvert, qui avaient demandé à Morricone de faire la musique. C'est un très vieux souvenir. Ça a été diffusé, j'allais dire naturellement, en plein mois d'août pour que... Je ne sais pas. Enfin, voilà. Le reste de ce que je pense que beaucoup de monde pense avec moi. Enfin, non, c'est dommage parce que c'était surtout des images superbes. C'est là que je me suis aperçu de ce que alors nous sortons du cadre de la conférence, de ce qu'est la magie du cinéma. Parce qu'un jour, ils étaient très sympas. Après ma première visite, je leur avais dit, écoutez, vous ne connaissez à peu près rien, je reviens dans un mois, il y a un certain nombre de livres à lire. Le mien, naturellement, ça allait de soi, l'islam, la civilisation. Quand je suis revenu, ils étaient parfaits. Je parlais des califats omeyyades, ils savaient que c'était tac-tac jusqu'à 750. Bon, et un jour, il m'a dit, il faut quand même que tu nous parles de la poésie arabe du désert. Bon, très bien. Il m'a dit, mais on a un coin. Effectivement, on est allé, c'est les années 71, dans une lointaine banlieue de Rome, où à quelques 100 ou 200 mètres de la dernière HLM, il y avait un terrain vague avec des fleurs là. Ils sont allés piquer des chardons sauvages, ils ont piqué ça dessus, une espèce de petite colline. Ils m'ont dit, tu parles là, tu vas là, quand tu es là, tu reviens, et tu nous parles de poésie. Quand j'ai vu ça, c'était saisissant. C'était le désert de vos ancêtres arabes. Prodigieux, prodigieux. Un sens vraiment de la mythification, il faut bien le dire, et en même temps avec une réalité, quand on le voyait, qui n'était pas possible. Excusez-moi, c'était une parenthèse que... Ah, c'est très intéressant. Ben, merci. Et alors... c'est vous, avec Morricone, qui avez lancé le sujet, c'est pas moi. Oui, non, mais je m'attendais à trouver le désert, et on l'a, effectivement. Moi, c'est ce que je voulais un peu mieux comprendre, la présence de Ennio Morricone, mais effectivement. D'accord, très bien. Et alors, et c'est là que, en regardant un peu, en cherchant un peu plus, que j'ai trouvé votre premier ouvrage. Premier ouvrage publié, alors, tout à fait inattendu, inexplicable. Il n'est pas publié en France, il n'est pas publié vraiment dans un pays arabe, il est publié à Addis Abeba, en Éthiopie. Oh là là, alors, 1956, oh là là, oui. Ça s'intitule simplement Poème. Oui. 1956, vous aviez 27 ans, et ça a été votre première publication. Voilà, bon. Voilà, bon. Et parmi les mentions de vos conférences et autres activités, j'ai découvert qu'un an plus tard, en 1957, vous aviez fait le discours de distribution des prix à Clermont-Ferrand, au lycée Blaise Pascal. C'est tout de même remarquable, il faut le rappeler, ce n'est pas facile à trouver, en tout cas, comme conférence. Voilà. Très bien. Alors là, ce que je vous propose pour poursuivre et revenir à notre sujet qui était celui de la tradition et du renouvellement de la tradition, de comment doit-on cet héritage, à propos de ce que vous avez évoqué à propos même de l'architecture de cet espace, où on reconnaît les traces d'un héritage profondément ancré dans la civilisation, dans la culture arabe, et en même temps on a besoin d'un renouvellement, d'une respiration, de quelque chose qui puisse davantage le mettre en valeur, qui ne se contente pas de la simple répétition. Et je pense que le texte que vous avez écrit le lendemain de la 1001e nuit, qui est précisément sur Internet, s'inscrit dans cette problématique. Je vais dire rapidement comment il commence. Donc, dans la matinée qui suivit cette fameuse 1001e nuit, le roi, après avoir proclamé Shahrazad épouse et reine à ses côtés, se retira dans ses appartements. Donc tout va bien. Mais
une chose pourtant le laissait insatisfait. Alors évidemment, dès qu'on est là, on voit que nous sommes dans le récit. Il y a, si je veux être... nous sommes dans le manque, l'insatisfaction, la soif. C'est toujours la dynamique, la force motrice de la narration. Il faut que nous ayons une insatisfaction. Et là, c'est ce qui se passe pour le roi, mais nous ne comprenons pas très bien. Il va poser une question à Shahrazad. Il va lui dire, très aimé Shahrazad, je ne serai vraiment comblé que lorsque tu m'auras révélé un mystère. D'où as-tu pris ce que j'ai entendu de toi durant toutes ces années? Éclaire-moi, je t'en prie, ô toi qui sais comment on doit savoir. Alors, nous voyons bien que finalement le roi a appris, il y a quelque chose, cette insatisfaction, et finalement une insatisfaction qui est très saine, parce qu'il s'installe, même s'il a eu la fin du dernier conte, même si Shahrazad est désormais rassurée sur sa vie, elle est la reine, il veut toujours savoir. Pourtant, il n'y a plus d'histoire à raconter. Alors pourquoi vous avez installé toujours le roi c'est-à-dire vous avez changé de registre, là il n'est plus dans un savoir, dans le droit fil d'une histoire inachevée, il est dans le savoir presque de la source d'un autre savoir qui est celui de la conteuse. Et je vais continuer parce que ce qui est très intéressant ensuite, c'est dans la réponse de Shahrazad. Shahrazad va placer ce savoir non pas entre les mains d'un narrateur, elle va le placer naturellement dans un héritage, mais entre les mains des poètes. Elle lui dit, très honoré roi, la première chose à savoir justement est que l'on ne sait rien par soi seul. Les poètes, etc. Elle va citer les poètes et elle va parler d'héritage. Alors, comment se fait-il que là on est dans un savoir de Shahrazad, on est dans les contes, on est dans les nuits, mais pourtant, ce sont les poètes qui sont évoqués. Pourquoi? Oui. Alors, pour la littérature arabe classique, je précise, aujourd'hui les choses même ont changé. Pour la littérature arabe classique, comment se fait la différence entre prose et poésie? Je n'oublie pas la poésie. Quand on écrit en prose, dans le monde arabe classique, on écrit en tant que témoin, pas en tant que personne. Je veux dire, on écrit pour dire ce que l'on sait, ce que l'on propose, ce que l'on a entendu dire, les objets d'une réflexion, etc. Dès que, si on se mêlait de faire de ce que nous appelons de la littérature, c'est-à-dire d'inscrire un texte dans un projet esthétique, et d'autre part d'injecter une personne dans ce texte, alors à ce moment-là, on frôle le blasphème. D'abord parce que l'exercice de style, il est de toute façon frappé d'incapacité par le modèle coranique, et d'autre part parce que, justement, il est impudique de parler de soi, sauf en poésie. Parce que l'un de vos plus grands poètes, je crois que c'est Abou Nouass, disait « En poésie, je me suis tout permis, sauf le péché de ne pas croire. » Tranquille. On peut dire tout, parler de son amour, de ses fantasmes, etc. Parce qu'en effet, pour les Arabes de l'époque classique, la littérature, c'est la poésie, en tant que création esthétique et en tant qu'injection d'une personne dans la création. Alors, pourquoi Shahrazad dit-elle ça? Elle dit cela parce que la création, c'est la poésie. Le reste, c'est transmission. Je ne dis pas que la transmission ne soit pas elle-même source d'un au-delà. À preuve, on reçoit la science grecque, mais la médecine notamment, mais on la raffine et on va au-delà. On reçoit la philosophie grecque et on établit on pose ce problème fondamental de la raison et de la foi. Donc on va aussi au-delà. Mais ce qui permet véritablement de crever l'espace où nous sommes, pour les Arabes du Moyen-Âge, c'est la poésie. Vous me rappelez un des exemples d'un autre, un grand poète, Moutanabbi.
grand poète arabe qui a fait une de ses spécialités de ce que les Arabes appellent l'iftikhar, c'est-à-dire la jactance. Et lui, Muqaddasi, c'est le géographe. Vous voyez, s'il me tient au trip, celui-là, je ne peux pas m'en débarrasser. Moutanabi dit, bon, je suis le plus fort sur le champ de bataille, l'épée à la main, et je suis le plus fort, la plume à la main. Il lâche ce vers, tout vers qui naît de moi au moment où j'écris. Hata yabyaddu yabyadda hibroa. Tout vers qui naît de moi au moment où j'écris, resplendit tant que l'encre en devient presque blanche. C'est ça que Sherazade veut dire, que c'est par la poésie que l'on va au-delà. Alors, non pas qu'on ne puisse aller au-delà que par la poésie, c'est pas ça qu'elle veut dire. Elle veut dire que l'exemple de la poésie, la créativité de la poésie doit nous amener à créer chaque fois que nous pouvons, dans n'importe quel champ de la connaissance. Alors, effectivement, c'est ce que nous allons avoir dans la suite du discours de Shahrazad, puisqu'elle lui dit les poètes ne savent rien faire qu'avec des mots reçus d'autres qu'eux-mêmes. Là serait une première définition du savoir. Il est héritage, je n'ai rien fait d'autre pour mon compte au roi que de t'entretenir de ce que j'avais appris. Et Shahrazad d'ajouter avec un brin de satisfaction, en y ajoutant, il est vrai, de ci, de là, ma petite touche personnelle. Sinon, à quoi serviraient les bibliothèques? Elles gardent en mémoire tout ce qui se pense, mieux encore, tout ce qui se dit, pour peu qu'on l'enregistre, car il n'est de salut que dans l'écrit. Alors, il n'est de salut que dans l'écrit, c'est une parole qui me semble extrêmement... je veux dire... Oui, mais c'est pas étonnant que Sherazade, la conteuse, la femme de la parole par excellence, dise cela. Pourquoi? Parce que tant qu'une parole n'est pas enregistrée par écrit, elle se perd. Tout simplement. C'est aussi simple que cela. Et alors là, vous me faites penser à une chose, c'est que ces 1001 nuits, vous savez, connaissez mieux que moi, vraiment, tous les textes, toutes les versions, mais au départ, ils n'étaient pas considérés comme la littérature, vous savez. Les gens, les auteurs arabes, qui ont lu les 1001 nuits au Xe siècle, il y en a eu avant, mais ceux dont nous avons des témoignages, d'abord ils rangent cela dans la littérature moralisante. Bon. Mais nous savons ensuite qu'il y a eu des trésors d'inventivité pour garder ces textes, pour ajouter, en retranchant quelquefois, mais enfin, pour faire vivre ce texte jusqu'à nous, jusqu'à leur redécouverte par Galland. Et ce que Sherazade veut dire, c'est que tout est susceptible de devenir trésor à partir du moment où cela est enregistré. Parce que si finalement les 1001 nuits ont été gardées, malgré les préventions d'origine des lettrés, c'est parce qu'elles ont été considérées comme faisant partie du trésor. Et si la jeune esclave Tawaddoud, que fait parler Sherazade, parle devant le roi ou devant le calife, peu importe, de tout ce qu'elle peut savoir, c'est parce qu'en effet, en prévision de temps peut-être difficiles, la parole ne tient plus le coup. Passez-moi l'expression. Il faut passer par l'écrit. Je crois que c'est la clé de l'enregistrement et aussi du savoir de la science arabe tels qu'ils nous sont parvenus. Oui. Alors ici, il y a un autre détail qu'elle ajoute qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle dit ce que j'ai pu lire elle-même, c'est parce qu'un autre roi tel que toi l'a enregistré par écrit, et par conséquent, le roi va ordonner à ce qu'elle a raconté. Il dit « Je m'assurerai que ta parole devenue texte vivra à jamais, je le ferai,
ce texte, surveiller, recopier autant qu'il faudra afin qu'il se transmette de génération en génération par l'honneur du royaume et donc par l'honneur du royaume et de l'humanité tout entière. Alors, il va poser d'autres questions, mais à ce moment-là, ce dont on a l'impression, c'est que le passage à l'écrit se fait par... Il y a certes le savant, et puis il y a le pouvoir. C'est par une volonté politique. Et par conséquent, si le passage à l'écrit se fait davantage, le dernier mot revient aux politiques, est-ce qu'il n'y a pas, à partir de là, une sélection forcée et que beaucoup de choses qui n'auraient pas l'approbation du politique se perdraient et nous ne récupérons que ce que finalement les politiques veulent bien mettre par écrit. Alors, pourquoi toujours assujettir la parole et sa mise par écrit au roi et aux politiques? Oui, ça c'est ce qu'elle dit vouloir. Mais en fait, les choses ne se passent pas toujours comme cela, fort heureusement. Ça, on entre dans une tradition qui est que, pas seulement dans les camps de Sherazade, mais ailleurs, le texte fut jugé digne d'être conservé dans les archives du palais. Mais, fort heureusement, à côté de cela, il y a des bibliothèques où l'on enregistre, où l'on garde, et ensuite où l'on enregistre, on a des triants. Le géographe dont le nom m'échappait tout à l'heure, tellement il m'échappe, Moukradassi, nous donne une description, mais bouleversante, de la bibliothèque de Shiraz, fin du Xe siècle, où il explique comment les livres sont enregistrés, gardés dans des tiroirs spécialisés, et comment il faut montrer patte blanche avant d'entrer à la bibliothèque. Autrement dit, tout ça ne ressortit pas au pouvoir principal. Tout ça, fort heureusement, est laissé à des initiatives individuelles, locales, pouvoirs locaux, ou même individuels de tel ou tel riche marchand qui décide de se constituer une bibliothèque, quoi qu'en pense le calife. Non, et d'autant plus si le modèle qui donnait dans le livre, c'est un calife qui lui-même fait la même chose. Oui, bien sûr. À plus forte raison. Parce que ça, c'est la fiction qui représente son idéal. Oui. L'idéal de la fiction est que les rois s'occupent de le mettre en bibliothèque. Oui. Voilà, bien sûr. Alors, le roi, donc, il devrait être satisfait. Il sait d'où est-ce que Shahrazad a obtenu toutes ces histoires. Ces histoires vont être mises par écrit, mais il ne l'est pas. Il dit « Je n'ai pas encore fini avec mes questions. »« Je t'écoute, au roi, lui répond Shahrazad. J'ai cru comprendre à une réflexion que tu m'as faite que le savoir était héritage sans doute, mais que l'on pouvait et même devait y ajouter. » Ah voilà, alors nous sommes exactement dans notre sujet, et elle va donner une réponse. Donc tout être vivant, doué de parole, de raison, d'imagination, doit se faire en effet une règle de compléter, embellir, enrichir, voire rectifier, quand il le faut, ce que lui ont livré ses pères. Et ça, c'est un sujet absolument magnifique. Quel serait donc cet héritage qui resterait dans l'État, ce champ que l'on n'agrandirait pas, cette maison que, faute d'y toucher, on laisserait aller peu à peu à la ruine? Et là, les poètes sont encore cités. Les poètes ont au moins raison sur ce point. Recevoir n'empêche pas de créer. Que dis-je? Il l'impose même au nom même de la fidélité. Alors, c'est là que il y a là-dedans, nous avons une notion d'héritage, c'est-à-dire de quelque chose qu'on pourrait voir et reproduire à l'identique, et de quelque chose que l'on créerait. Et il me semble que dans la tradition, dans certaines traditions arabes, on a développé deux courants très intéressants et tout à fait à l'opposé l'un de l'autre. L'un où il est absolument impossible de créer, le voudrait-on. C'est-à-dire que même une personne en train d'imaginer créer des choses, elle se retrouve un jour rencontrer ce qui croit être sorti de son imagination. Nous avons une histoire, une anecdote d'un poète qui invente une qasida avec certains personnages, et puis pendant son voyage, il va rencontrer des personnages qu'il a cru inventer.
il se rend compte que tout ce qu'il crée en réalité correspond à une autre réalité qu'il ignore, mais il ne peut pas créer. La création devient impossible. Et à l'inverse, nous avons un autre courant qui dit on ne peut jamais reproduire exactement ce qu'on voit. Comme lorsqu'on lit un texte, il y a un texte, mais il y a autant de lectures qu'il y a de lecteurs. Et ce qu'on comprend, on ne le comprend, et tout le monde ne comprend pas la même chose, et tout le monde ne voit pas le même monde quand il voit ce qui est en face de lui. Ce qui rend le débat particulièrement, entre les deux, entre un qui ne peut rien créer, et pour l'autre, tout est création. Chaque individu crée des choses. Et du côté de chaque individu crée des choses, nous avons le principe du mystère, où des personnages clairvoyants voient à travers le monde des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Et nous avons énormément d'histoires de ce type. Donc nous avons réellement deux courants, d'où l'importance de ce phénomène de où se situe la création, où se situe l'imitation. Parce que même quand on imite, est-ce qu'on peut vraiment reproduire? Est-ce qu'on reproduit ce qu'on croit reproduire? Est-ce que c'est vraiment ce qui était? Etc. Donc, mais je vois bien que c'est un sujet qui est devenu central ici dans ce texte et qui va conclure sur, et nous-mêmes n'allons pas tarder à conclure, qui va conclure sur le thème de l'inachevé. Le plaisir de l'inachevé. D'accord? Oui. C'est le plaisir de l'inachevé. Et je voudrais, donc, si vous pouviez commenter donc, le rapport entre création, reproduction, tradition et l'inachèvement. Pas de problème. Oui, si j'ose dire, Scheherazade, elle est mortazélite un peu. Hein. C'est-à-dire qu'elle estime que la révélation coranique, dans la révélation coranique, le premier cadeau, en effet, c'est la foi, mais le deuxième cadeau aussi important fait par Dieu à l'homme, c'est l'exercice de la raison. Et donc, chaque homme, chaque civilisation, chaque génération doit poursuivre ce but qui est garder l'héritage de la foi et en même temps, compte tenu de l'histoire qui passe, voir comment cette foi, tout en restant pure, peut ménager l'inscription dans l'histoire, disons. Alors, je reviens à Mamoun. Moi, quand je regarde ce personnage, je suis pétri d'admiration. Parce que il n'était pas le seul, mais enfin, lui, il a dit mieux que les autres. En ces années 813-833, où en était notre Europe par rapport à l'Empire qui s'était édifié? Un empire où les autres confessions, chrétiennes et juives, pouvaient vivre tranquillement, en payant un impôt, c'est vrai, mais enfin, en étant libres de pratiquer leur religion et en ayant l'assurance du pouvoir central qu'elle serait défendue contre les agressions extérieures. Alors je suis absolument admiratif. Mais je me dis, est-ce que c'est le modèle aujourd'hui? Non, parce que la tolérance reste un geste octroyé par le pouvoir. Alors si cette tolérance était un geste, une politique admirable, là, en ce 9e siècle, une tolérance qui n'était pas pratiquée dans ma propre civilisation, à moi, occidentale, aujourd'hui, ça n'est pas de tolérance que j'ai besoin, c'est de fraternité, de paix, de concorde, de justice sociale. Quelque chose qui puisse concilier à la fois la foi que j'aurais reçue dans telle ou telle religion et ce par quoi toute vie sociale commence, je veux dire l'estime réciproque. Voilà. Alors Mamoun, à cette époque, oui. Mamoun aujourd'hui, c'est un exemple à réviser dans son esprit à lui, d'ailleurs, je veux dire, dans l'esprit de modernité qui était le sien dans ces lointaines années du IXe siècle. Très bien, je pense que c'est une très belle conclusion, c'est-à-dire que
nous avons nous avons une philosophie en quelque sorte et ses réalisations. La philosophie en elle-même reste tout à fait d'actualité. Ces réalisations, aujourd'hui, ils doivent se renouveler. Absolument. Selon ce principe-là de concorde et de fraternité. Alors, quant à Scheherazade, je ne veux pas dévoiler le contenu du petit livre que je viens de paraître, mais ça va dans le même sens. Vous verrez en effet ce que Scheherazade... Je ne suis pas le premier, hein. J'ai d'illustres prédécesseurs, Flaubert et autres, mais enfin... J'ai essayé là d'inventer une histoire avec la complicité de mon ami Domas de Pézenas, d'inventer une histoire où Scheherazade me révèle un peu à moi-même et moi je la fais parler sur ce qu'elle a fait après. Mais bon, on ne peut pas en dire davantage. Je ne vais pas vous poser de questions non, là-dessus. Et je vous remercie. Je pense que nous avons passé une très bonne séance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo. Vraiment, j'ai donné un mal, mon Dieu. Voilà. Donc, il y a un petit moment pour des questions, si vous avez des questions à poser. « 5-10 minutes. » Vous n'allez pas me dire, non, que vous êtes impressionné, c'est pas vrai. Oui. J'espère que j'entendrai, parce que de loin, j'ai un peu... Il apporte une... La langue arabe pâtit d'une présence d'un fossé entre la langue littéraire et la langue dialectale. Oui. La dialectale est plus pauvre, mais plus spontanée. Et avec la modernité, les intellectuels arabes ont essayé de promouvoir la langue littéraire. Oui. Mais il me semble maintenant qu'en fait, ça n'a pas abouti. Parce que si on regarde la jeunesse actuelle, qui s'exprime dans les manifestations politiques ou sur Internet, ils utilisent de manière générale le dialectal. Alors, que pensez-vous, comme vous avez bien côtoyé la langue arabe, que pensez-vous de ce problème? Du dialectal, vous voulez dire? De ce problème comment de dialectale. Le dialectal est classique, oui. Moi, je ne suis pas arabe, hein. Bon, c'est pas à moi. Je peux me référer à mon pays. Bon, je suis fils d'instituteur dans les profondeurs de la France, dans le département de l'Hérault. Je peux vous dire les villages où j'ai grandi, jusqu'à 1950, jusqu'à 21 ans. J'allais au lycée, en effet, mais à vélo depuis le village jusqu'au lycée. Le soir, je me retrouvais au village. Bon. Et j'ai vu petit à petit disparaître une langue, ma langue, celle de mes ancêtres, dont je ne possède plus que quelques mots pour raconter quelques histoires en occitan. Parce que mes parents étaient, bon, en tant qu'instituteur de la République, à l'école de la République, on ne parlait que français. Mais, dans les chants, on retrouvait l'occitan. Et fort heureusement, j'ai gardé quand même par moi quelques chansons occitanes. Il reste que c'est un drame chaque fois qu'une langue dialectale ou autre, je dis bien dialectale, disparaît. J'ai souvenir, ici au Collège de France, d'avoir reçu, en fait c'est mon collègue Caco qui l'avait invité, un vieil homme qui était le dernier représentant d'une langue du Caucase. Je ne sais plus laquelle. Bon, je le sais peut-être mieux que moi. Et nous enregistrions ce vieil homme qui racontait dans cette langue. Et nous savions qu'il était le seul, le dernier survivant. Je vous assure que chaque fois, l'émotion nous serrait la gorge. Nous disions, quand cet homme sera mort, une partie de notre patrimoine, à nous tous, sera mort. Donc, je crois qu'il faut tout faire pour conserver les dialectes. Et puis, oui, bien sûr, il faut les faire. On a des moyens aujourd'hui de les enregistrer. Et puis, vous parlez des dialectes, mais il y a ce travail perpétuel qu'une langue exerce sur elle-même. Là aussi, il y a un autre souvenir.
C'était en Égypte. C'était en Égypte. Quand j'ai pu y revenir, invité officiellement par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, qui d'ailleurs, dont un représentant m'a reçu très dignement, qui m'a demandé si je n'avais pas eu peur de retourner en Égypte. Je dis que non, que j'étais invité officiel. D'ailleurs, m'a dit, vous avez tout à fait raison, ne craignez plus rien, nous avons tout oublié. Je me suis permis de lui dire que moi, jusqu'à la fin de mes jours, hélas, je n'oublierai jamais parce que j'ai encore des nuits agitées. Bon, bien, peu importe. Donc, j'ai eu ce spectacle extraordinaire d'un universitaire marocain et d'un universitaire soudanais, assez loin l'un de l'autre, qui petit à petit, entre eux deux, inventaient un langage à mi-chemin ou à triple chemin, entre l'arabe classique, l'arabe classique moderne, leur dialecte qui faisait qu'au bout d'un quart d'heure, ils avaient trouvé un langage intermédiaire. C'est un souvenir que j'ai gardé qui me va droit au cœur. Parce qu'encore une fois, la langue est quelque chose de vivant et dans la mesure où elle se pratique, on ne peut pas la laisser mourir, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit parlée. Je parle, parlons de l'arabe. Il y a les autres, le berbère, le kurde, etc. Excusez-moi, vous dites que vous avez découvert le Maghreb en 1946, suite donc à votre succès au concours général de géographie. Ce que je voulais savoir, c'est que beaucoup de Français aiment ces pays. Beaucoup de Français se rendent au Maroc, à Marrakech, en Tunisie. Mais qu'est-ce qui a été le déclic ? Qu'est-ce que vous aimez à ce point au Maghreb ou dans ce voyage qui vous a convaincu de consacrer votre vie à cette culture ? Alors, si on évoque le cursus, ça va être long. Je vais essayer d'être bref quand même. Bon. Les premiers symptômes, je dirais, mais je m'en suis rendu compte qu'après, c'était dans mon petit village de l'Hérault. On allait de temps en temps à Sète, au bord de la mer. Et il y avait parmi les bateaux qui faisaient la liaison, il y en avait un superbe paquebot qui s'appelait Al-Mansour. Hein? Bon. Alors, dans ce village, la campagne était une campagne de vignes, d'oliviers, d'abricotiers, irrigués par de petits canaux, presque à la mesure d'enfants, eux-mêmes branchés sur de grands canaux qui venaient du fleuve. Et j'ai entendu dire autour de moi, comme ça, c'est des jardins d'Orient. Arrivé au lycée, en classe de 5e, sans doute avec un camarade, nous parlions de cela, de l'autre côté de la mer, car nous nous sommes mis l'un et l'autre à écrire une tragédie en vers, parce qu'à cette époque-là, on faisait du classique, qui s'appelait Almanzor. Bien. Ce texte est heureusement perdu, enfin, il n'y avait que quelques pages. Bon, mais tout aussi pour vous dire que je baignais dans un Languedoc où quand même les souvenirs ne sont pas absents, y compris quand on les déforme. Plus tard, quand quelqu'un m'a dit, vous savez, Roquemort dans la vallée du Rhône, ça prouve que les Arabes sont passés par là. Je dis, c'est possible, ils y sont certainement passés, mais Roquemort, ça ne veut pas dire la roche des morts, ça veut dire la roche noire, basanée, disons. Bon. La présence arabe dans le milieu de la France, elle a duré la grande, hein, 1 siècle et demi autour de Ramatuelle, la gare de Freinet, etc. Bien. Mais tout cela fait que on sait quand même qu'à Maguelone, les Arabes étaient là. Bon. Donc tout ceci, sans doute, a fait son chemin. Après, au lycée de Montpellier, les cours, je ne sais plus de quoi, se faisaient dans une salle où était aussi la préparation à l'école coloniale de la France d'outre-mer, où les murs étaient décorés à la façon folklorique, avec des minarets, des créneaux, des femmes voilées, des ânes, etc. Bon. Je suis venu la première fois et j'ai aimé ce web par le pire des folklores, ou le plus déroutant des folklores. Tout ça, c'est là. Le premier tilt, c'est en Cagne, quand je préparais l'école normale. Bon, c'est tous les cagneux ou
Normalement, de toute façon, on aimait déjà avoir un look. Moi, un jour, j'ai acheté une traduction du Coran. Je suis désolé de le dire comme ça, la vieille traduction de Savary. Et j'ai été saisi dans la traduction par la beauté des dernières sourates, les premières de la Révélation. Alors, j'ai honte de le dire devant des musulmans, mais c'est la qualité littéraire du Coran qui m'a, le premier, fait sentir quelque chose. Bon, après, je me suis inscrit au Languezou, dont je n'ai pas suivi les cours, parce que c'était la première année d'école normale supérieure, et que dans la première année, on ne fait strictement rien que préparer le dernier certificat de licence qui traîne. Bon, je suis allé suivre les cours de Blacher, qui ensuite est devenu plus qu'un maître, un ami, mais à la deuxième année, lorsqu'il a fallu préparer un diplôme d'études supérieures, Blacher m'a dit « Vous allez prendre un géographe arabe, déjà, traduire quelques pages de Muqaddasi. » J'ai dit « Mais à l'oral, je suis un fichu de parler arabe. » Bon. Il m'a dit « Je vais m'arranger. » Et en effet, il s'est arrangé avec la Sorbonne et l'école normale supérieure pour arriver à ce chef-d'œuvre inconnu qui était à l'époque un mémoire d'études supérieures de langue classique, au pluriel, dont l'écrit était une traduction en arabe et l'oral était français, latin et grec. Bon. Après, au moment de la grecque, je n'étais pas en mesure de préparer l'agrégation d'arabe, j'ai passé une agrégation de grammaire. Puis, un an en Syrie, je venais de me marier avec une jeune fille que j'avais découverte longues années avant dans un voyage en Afrique du Nord, payé par un ministre de l'armement communiste à l'époque, Tillon, on croit rêver aujourd'hui. Bon. Donc après ce voyage en Syrie qui était notre première année de vie commune, où je n'ai pas tellement fréquenté l'université de Damas, où j'appréciais mon temps à me promener, et a commencé à traduire le Khalil al-Dimna d'ordre du maître Blacher. Bon, après, quand il s'agit d'aller ailleurs, on m'a fait comprendre que n'étant pas agrégé d'arabe, je n'avais aucune chance dans les instituts français du Proche-Orient. Et à ce moment-là, j'ai dit poliment zut à la confrérie universitaire, et je suis allé frapper à la porte du Quai d'Orsay, où je me suis retrouvé en Éthiopie. C'était quand même le monde des langues sémitiques. Je m'en vais pas très loin. Bon. Et puis là, en Éthiopie, je me suis trouvé à ne rien faire que faire des fouilles archéologiques 2 fois par an sous la direction d'un collègue qui venait de Strasbourg. Il s'agissait de Jean Leclan, qu'après j'ai retrouvé comme collègue au collège. Et donc j'ai écrit, on est un peu fou quand on est jeune, parce que il est arrivé à ma femme de me reprocher que tout de même, là, on avait une vie heureuse. J'ai écrit au Quai d'Orsay qu'ils entretenaient quelqu'un à ne rien faire. Alors on m'a rappelé, j'ai été pendant 1 an professeur au lycée de Clermont-Ferrand, un des très bons souvenirs de ma vie, d'où le discours auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, discours par parenthèse, qui jusqu'à 8 jours avant n'était pas agréé par le rectorat. Parce qu'on trouvait que je m'étais éloigné des normes, tu parles. J'avais repris le Candide de Voltaire, j'avais imaginé une éducation nouvelle et que Candide ne tolérait pas avec Pangloss. Il se retrouvait à la sortie, Candide ayant escaladé le mur et Pangloss ayant soudoyé le concierge, et Candide disant à Pangloss « Mais qu'allons-nous faire, mon cher maître, dans ce monde où tout est en révolution, y compris la façon d'enseigner ?» Et c'était la conclusion « Prenez donc des vacances, répondit Pangloss. » Ça n'avait pas plu au rectorat pour une incitation au savoir. Bon, j'abrège, et à ma grande surprise, au bout de cette année universitaire à Clermont, les mêmes personnes qui m'avaient rappelé l'Éthiopie m'ont invité à venir travailler aux relations culturelles et affaires étrangères. C'est comme cela que, et pendant 4 ans, j'ai travaillé, j'ai fini ma thèse complémentaire en grossissant la traduction de Muqaddasi, et je suis parti pour le Caire avec une thèse déposée littérature et cinéma dans l'Égypte contemporaine, avec la pensée et la bénédiction de mes collègues du Quai d'Orsay un jour d'intégrer la carrière diplomatique au tour extérieur. Je suis donc arrivé au Caire avec ma femme et mes enfants le 24 septembre, et
2 mois strictement après, je me retrouvais là, vous savez. Alors c'est là, pour répondre à la question que l'on me posait, qui va vous donner la clé, c'est là véritablement, en prison, que j'ai fait le tour de moi-même, que j'ai fait des exercices comme l'homme qui a été libéré, quand je l'entendais dire qu'il faisait des kilomètres, moi aussi. Je faisais 4 kilomètres à peu près par jour dans ma prison, et je méditais. Je méditais en me disant que, 1, l'innocence était la chose du monde la plus difficile à prouver. 2, qu'avec la bêtise, on peut toujours s'entendre, ne serait-ce que parce qu'on discute et qu'on peut trouver des terrains d'entente, mais que contre la bêtise armée, on ne peut rien. Et 3, s'agissant de moi, que décidément, il n'y avait pas de plus beau métier que d'enseigner, de chercher et d'écrire. Surtout d'écrire, ne jamais cesser d'écrire, et surtout d'écrire en pensant au public qui me lirait, en transposant éventuellement ce que je ferais dans ma langue à moi pour permettre des choses, etc. Et vous me donnez l'occasion de dire que une de mes meilleurs souvenirs à la Bibliothèque nationale, excusez-moi, je m'étale un peu, je vous demande pardon, à la Bibliothèque nationale, un état de grâce, je me levais à 5 heures du matin. Et je rédigeais à la première personne les mémoires d'Oussama ibn Munqidh pour en faire un condensé. Et j'avais donc mon vieil Oussama à côté de moi, et j'ai retrouvé un texte bouleversant que je vous livre parce que là-dessus, comme cela, on peut toujours s'entendre. Oussama ibn Munqidh était ambassadeur d'une de ces petites principautés qui tâchait de survivre à côté de l'invasion franque. Il était ambassadeur auprès des Templiers de Jérusalem. Il allait souvent de l'autre côté. Il parlait des Francs, de nos lointains ancêtres. Il n'était pas tendre avec eux, il avait raison d'ailleurs, disant que c'était des brutes, comme si ça, et la civilisation était du côté d'Oussama. Il disait d'ailleurs, si vous vous faites soigner par un médecin chrétien, vous êtes tranquille, vous risquez d'y passer à 90 chances sur 100. Tandis que nos médecins, à nous, et il avait raison, ce sont les meilleurs du monde. Bref, je termine là-dessus. Il entre un jour au bain de Tyr. Et à la sortie, il voit devant lui un chevalier franc sortant du bain, avec à côté une silhouette entièrement voilée. Il s'est dit tout de même, il n'amène pas une femme au bain aujourd'hui, journée des âmes. Alors il envoie son domestique, son serviteur, qui s'en va, qui soulève un peu la robe de la femme et revient. Et lui dit, c'est une femme. Alors il commence par passez-moi l'expression, par passer un bon savon à son domestique, en disant, ce sont des choses qui ne se font pas. Et puis il pose la question au chevalier. Est-ce que vraiment tu amènes une femme au bain? Le chevalier franc lui dit oui. C'est ma fille. Sa mère est morte avant-hier. Elle n'a plus personne pour lui laver les cheveux. Et je l'ai amenée au bain pour, aujourd'hui, moi-même, lui rendre ce service. Et Oussama dit, et je lui répondis, tu as bien fait, et ta récompense sera grande devant Dieu. Voilà. On pourrait terminer là-dessus. Absolument. Enfin, sauf s'il y a d'autres questions. Non, mais on va s'arrêter, je pense que... C'est une si belle histoire. Je vous remercie infiniment.